Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Franjo, ça fait plaisir de vous retrouver. On a un invité que j'apprécie, on n'est pas tout seul, qui vient de Nancy, avec qui j'ai fait pas mal de vidéos, et on a le parfait inconnu. C'est moi. Alias. Bonjour, il y a plein de caméras. Ça va, Florent? Ça va et toi? Ouais, carrément. Merci, on a Ilias aussi qui est toujours là. Salut tout le monde. Salut. Qui a fini ses marathons à Dubaï. Et on a un petit rituel avec Ilias, on présente l'invité avec... les réseaux, notamment... Ce que tu as réussi à trouver. Ouais. Avec ChatGPT. Avec ChatGPT, oh, ouais. putain. Tu l'as déjà fait? Bah, me taper mon propre nom sur ChatGPT, oui, pour voir s'il y avait des dingueries qui sont pas vraies, tu vois. J'ai dit oui. Il y en a plein. plein. Nancy, hein. On dit oui. À Nancy, on dit pas oui, on dit oui. Oui. Alors, oui, ChatGPT dit de toi que tu es Florence Perroni. Tu es né le 26 juillet 1988 à Nancy. Non, 98. 98, j'ai 27 ans, du coup. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Non. Il l'a eu, ChatGPT. C'est pour choper des jeunes. Donc, tu es vidéaste. Qui là, Florence Perroni ou Jacques Lang? Allez. Tu es vidéaste, comédien et humoriste sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, les réseaux sociaux. Ouais. Il compte 828 000 abonnés sur YouTube en mars 2025. Putain, tu l'as tapé ce matin, ça, parce que je crois que les 828 000, on les a atteints ce matin ou hier soir. Non, c'est parce que c'est moi le 828e 1000. Bien joué alors, bien joué. Je vais repartir, je retombe à 827 999. Exactement. Avec plus de 231 millions de vues au total sur YouTube. Ton contenu, c'est des courts-métrages humoristiques où tu te mets en scène dans des situations du quotidien décalées, les voisins, les gamins, les réseaux sociaux. Et tes vidéos les plus vues, on a par exemple La guerre contre mon voisin, avec 12 millions de vues. Mes gamins sont invivables, avec 11,5 millions de vues. Et mes enfants m'ont inscrit sur Tinder. Il note aussi que tu es diagnostiqué d'une tumeur cérébrale en février 2016. Et quoi? Quoi? Oh, putain, tu savais pas. T'as vu ce jeu d'acteur? Comment? C'est comme ça que oui, tu l'apprends. c'est vrai, oui. C'est vrai. Et apparemment, donc selon ChatGPT, c'est ce choc qui t'a poussé à te lancer dans la création de contenu. Putain, il me connaît par cœur. Tu aurais écrit un livre, Putain, j'ai survécu, en avril 2024, dans lequel tu racontes ton combat contre la maladie. Exactement, je l'ai pas ramené du coup. J'aurais bien aimé le montrer là. Tu nous feras un montage, tu sais. Il est là, putain, j'ai survécu, regardez-moi ça. Le nombre de pages, je les connais même pas, mais voilà. Putain, j'ai survécu. Ouais. Et c'est fini, c'est ça la description. Et voilà, c'est tout. Bon, on n'a rien d'autre à dire, quoi. C'est déjà pas mal. Hein. Bah merci, c'était sympa en tout cas. C'était vraiment cool, merci c'était pour vraiment cool. ChatGPT, il fait le taf. Hein, vraiment. Non, on a plein de questions, notamment évidemment sur. On va parler directement, on va dans le vif du sujet, la tumeur cérébrale. Ah, tu vas attaquer par ça? Bah, direct. On prend même pas le temps de se chauffer un peu. Non, je chauffe pas. On commence par le côté dramatique, quoi. Ouais, directement. Déjà, la bonne nouvelle, je te l'ai dit à Nancy, ça veut dire que t'as un cerveau, et c'est quand même pas mal. Bien sûr. Donc, tu sais, là, j'ai l'image du petit chimpanzé comme Homer Simpson qui tape dans mon crâne. Ah, oui, un cerveau, oui. J'ai ça. Non, c'est ouf. Comment t'apprends ça? Il m'avait dit, si jamais vous perdez la vue, dites-le nous, parce que nous, on sait pas, en fait, on peut pas le voir à votre place. Et donc, à un moment donné, j'ai perdu la vue, j'ai hurlé, je vois plus rien et tout. Donc là, il s'arrête, et je dis, c'est bon, j'ai retrouvé la vue, allez, on lâche rien, on continue. J'étais un peu Rocky Balboa, là, dans ma tête. Ça l'avait marqué, d'ailleurs, le neurochirurgien. Il m'avait dit, vous étiez déterminé, la plupart des gens, quand ils perdent la vue, ils nous disent, on arrête, et vous étiez prêt à continuer. Ouais. Donc, très bonne expérience. J'ai laissé une bonne note sur TripAdvisor à ce neurochirurgien. Ça s'est bien passé. C'était à Montpellier. Je suis resté que 3 jours à l'hôpital. Et en rentrant chez moi... 6 heures d'opération, 3 jours. Ouais. Et en rentrant chez toi? Ça s'est pas très bien passé, en fait. Ah. Là, je tease le chapitre 2. J'ai fait une infection de la boîte crânienne. Une infection nosocomiale, c'est-à-dire que tu as une infection à cause de l'opération. Alors, ils y sont pour rien, c'est-à-dire, il y en a pas un qui m'a toussé dans le cerveau pendant l'opération, j'en sais rien. Oublié des ciseaux, trucs comme ça. Ouais, tu sais, t'imagines, le pansement, mais mon gant droit, il est où? Putain, merde, les gars, et toi, tu rentres chez toi avec le petit gant qui dépasse. Et en fait, ils ont mis beaucoup trop de temps à s'en rendre compte. C'est un matin, parce que moi, je me plaignais, mais on se dit, le mec s'est fait retirer la boîte crânienne, on lui a retiré une partie du cerveau, il a dû souffrir, et effectivement, pendant 3 semaines, bon, il continue à se plaindre. À un moment donné, sauf que je me plaignais de plus en plus, et un matin, je me réveille chez moi, et j'ai du sang partout dans le lit. C'est une façon de... C'est sorti de ma cicatrice, qui va de là à là. Je la montre ici, on la voit pas. C'est bien, je suis pas encore devenu chauve, donc le jour où je serai chauve, on verra la cicatrice. Mais on est allé d'urgence à l'hôpital, et là, ils m'ont dit, vous avez une infection nosocomiale, on est vraiment désolé, on l'a pas vue.
parce que j'étais allé chez eux 9 jours avant en disant j'ai mal au crâne, ils m'ont fait un scanner et ils l'ont pas vu. Et ils me disent on vous opère tout de suite maintenant, c'est urgent, on le voit sur le scanner. Et moi je balance un petit, ce scanner à 9 jours les gars, on n'est plus à 5 minutes près quoi. Et là ils m'ont opéré en urgence et c'était pas du tout la même ambiance. Ils m'avaient annoncé on va vous retirer la boîte crânienne et on vous la remettra pas. Je dis comment ça, vous me la remettrez pas on vous la remettra pas pendant 3 mois, donc j'aurai ma peau sur le cerveau, comme ça. Ouais, on vous mettra après une prothèse en plastoc. Bon, moi j'étais choqué par ça. J'étais prêt pour la première opération, mais pas la deuxième en fait. Et quand je me suis réveillé, c'est la première chose que j'ai touchée. Le mec, premier degré, il m'a dit, j'ai regardé, ça avait l'air propre, je vous l'ai remise, et on verra dans 3 mois si l'infection a disparu ou si elle revient. Donc, super cool le mec. Il t'a gardé ton crâne, quoi. C'est mon vrai crâne. Bon, il a remis un peu de traviole, hein, mais c'est mon vrai crâne. Et donc, la deuxième opération, c'était le jour de mon anniversaire, le 26 juillet. Un deuxième signe, dis donc. Voilà, tout ça, donc en 2016. Là, par contre, c'était pas 3 jours à l'hôpital, c'était 1 mois à l'hôpital sous perf, parce qu'ils savaient pas exactement quelle infection j'avais. Et après, 2 mois chez moi à prendre 8 antibiotiques par jour. Et donc, tu sors de tout ça vivant. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Putain, j'ai survécu ». Et ben, je me suis rendu compte que j'avais aucune passion dans la vie. Ça, c'est bizarre, en fait. Hein. Tu te dis, j'ai 27 ans, j'ai aucune passion dans la vie, c'est un peu bizarre. Et bah là, je me suis dit, tu sais quoi, tu prends un téléphone. Moi, je m'étais jamais filmé dans la vie, j'avais jamais pris de cours de théâtre, je savais pas faire du montage. Et là, ce coup-ci, j'en avais plus rien à foutre. Donc, j'ai tourné ma première vidéo, voilà, en 2016. Et la deuxième, j'ai eu de la chance, c'était Raclette. Et une vidéo de 30 secondes, voilà, où tu te filmes avec ton téléphone. Et j'ai fait le montage en regardant des tutos sur YouTube et tout. Je l'ai posté et j'ai eu beaucoup de chance pour quelqu'un qui sort ça de nulle part. C'est assez rare, hein, mais elle a fait 1 million de vues sur Facebook. Je me souviens, j'avais vu. Je sortais de nulle part, je la poste sur Facebook et elle cartonne 1 million de vues. Donc, quand on me demande c'est laquelle ta vidéo préférée, je dis toujours Raclette parce que c'est celle qui m'a donné envie d'en faire des centaines d'autres derrière, même de me lancer après dans des courts-métrages plus compliqués. Mais voilà. Donc là, on est d'accord, tu avais une vie à côté, tu avais un travail, tu vivais un truc totalement classique, et à côté de ça, tu t'es lancé sur YouTube. Exactement. Mais ton travail, une fois que tu as eu ta tumeur cérébrale, t'as dû arrêter, quoi. J'ai continué à aller chez eux en mi-temps thérapeutique. Okay. Voilà, donc j'ai gardé un très bon contact avec eux. Je leur ai annoncé, je fais des vidéos à côté. Il n'y a jamais eu de problème avec cette boîte-là. Ils sont super cool, d'ailleurs. C'est quoi comme boîte ? Est-ce que j'ai le droit de pas dire c'est qui ? Si tu dis pas de mal d'eux, t'as le droit ? Je dis pas de mal d'eux. C'est une agence qui gère les déchets radioactifs. Ok. On a l'impression que je m'invente une vie là. D'accord. Voilà. Et donc t'étais en mi-temps thérapeutique chez eux. Tu faisais mi-temps travail déchets radioactifs et après mi-temps. Mi-temps passion, faire des vidéos, voilà. Jusqu'à ce que ça devienne maintenant à temps plein. Non, je suis toujours pas à temps plein. T'es toujours à mi-temps ? Je suis toujours à mi-temps. Dans la boîte de déchets. Dans la boîte de déchets. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais. Et t'arrives à jongler avec les deux. Oui, bien sûr. De toute façon, surtout là, en fait, fut une époque, je faisais un peu tout seul. C'est-à-dire, j'écrivais, j'organisais les tournages, je montais mes vidéos, surtout qu'elles étaient beaucoup plus courtes. Il y avait moins de monde, donc je faisais tout moi-même. Et là, depuis un peu plus d'1 an, j'ai monté une équipe où je me fais aider à tous les niveaux. Alors, j'ai appelé ça LPI Productions, à l'américaine. LPI comme le parfait inconnu. Et du coup, je me fais aider donc dès l'écriture, sur l'organisation des tournages, maintenant, c'est plus moi qui filme, j'ai vraiment un réalisateur. Alors, je disais réalisateur, mais c'est lui qui m'a dit non, je m'appelle chef opérateur, tu vois, c'est déjà très technique. J'ai un monteur aussi. Donc moi, il me fait 80% du taf, j'arrive derrière et je vais commencer à faire le petit gars. Alors là, tu vas me faire ça plus court, ici, tu vas me mettre telle musique, et voilà. Mais je me fais tellement aider à tous les niveaux que ça me coûte une fortune. Là, c'est vraiment un pari sur l'avenir en me disant, je dépense beaucoup de sous pour espérer créer du contenu qui est encore de meilleure qualité. Parce que clairement, par exemple, il s'appelle Brice, mon chef opérateur, il filme beaucoup mieux que moi.
Et il y apporte vraiment sa patte. Et moi, je peux venir au tournage, les mains dans les poches, détendu. Avant, c'était n'importe quoi. Hein. Tu dois écrire. J'ai vécu ça. Bah voilà. J'arrivais, je connaissais pas mon texte parce que j'avais tout organisé la veille à écrire à 20 personnes en même temps, à m'assurer qu'on a bien rechargé les batteries, que voilà. Et j'arrive, je sais même plus ce que j'ai écrit. J'ai fait un tournage avec lui, j'arrive et tout. Il dit là, on a une scène et tout. Je dis c'est quoi le texte? Il dit bah go, vas-y. Je dis, on improvise. Il me dit non. Je dis attends, bah, viens, on se pose 2 minutes, on écrit 2-3. Bah, c'était un truc de ouf. Et ça a fonctionné cette vidéo, c'est ça le pire. On dirait du freestyle de rap, vas-y, dis ce qui te passe par la tête. Vas-y, fais ce que tu veux et tout. J'étais là, attends, c'est comme ça qu'il travaille lui. Je dis, c'est qui ce fou furieux? Et en fait, ça a fonctionné de ouf. C'était quoi la vidéo qu'on avait fait? Oui, t'étais venu à Nancy 2-3 jours, ouais. C'était, j'ai plus le titre. Je sais plus, mais en gros, c'était les jumelles. On tombe amoureux de la même meuf. Voilà, c'est ça. Et toi, tu spoil la fin, tu sais. Ce sont des jumelles. Non, c'est pas les jumelles, excusez-moi. Oui, non. Mais c'était ça, ouais. Tu étais venu à Nancy 2-3 jours. Oui, j'étais venu à Nancy 2-3 jours, j'avais vu ça. Et c'était. Séduis-la si tu peux, le parfait inconnu. Voilà. Oui, c'est toi, du coup, ouais. En hommage un peu à Attrape-moi si tu peux. Oui. Ah. Même si l'histoire n'a rien à voir. Hein. Ah ouais, t'es torse nu dedans et tout. Dis donc, hein, monsieur. D'ailleurs, t'as pris du muscle depuis cette vidéo. J'ai maigri, ouais. Beaucoup maigri. Bah, le pire, je crois que c'était pendant le Covid. Si tu regardes des vidéos pendant le Covid, je pesais quasiment 100 kilos. Là, je suis retombé à 84, 83, donc en allant à la salle. J'ai vu au sauna, c'est une belle bête. Tu es magnifique. On est allé au sauna ensemble? Oui, tu t'en souviens plus parce que t'as fait une crise d'épilepsie. C'est vrai. Ça, c'est une anecdote. Je sais pas si on la raconte. Ouais, on va en parler. Ah, ok. On vous tease de fou. Donc, ouais. Et d'ailleurs, elle a cartonné cette vidéo qu'on a fait. Il y a 2,4 millions de vues il y a 6 ans. Donc, c'est beaucoup. Et juste sur YouTube, donc sur Facebook et tout, c'était encore des gros scores. Ouais, franchement, sur Facebook, à l'époque, c'était des beaux scores. Facilement 10 000 vues. Par contre, j'ai jamais compris. Maintenant, quand tu postes une vidéo sur Facebook, elles font énormément de vues, mais il n'y a pas beaucoup de likes. Ouais, je comprends rien. C'est l'inverse de TikTok. Ouais. TikTok, tu vas faire 1 million de vues, tu as 100 000 likes. Enfin, à peu près, quoi. Tu as 10% de likes. Tu fais ça sur Facebook, tu as l'impression que tu as 4 likes, genre c'est ta famille. Ou alors, je me dis, les vieux, vraiment, ils savent même pas qu'il faut appuyer sur le pouce, ils savent pas ce que ça veut dire, quoi. C'est un vrai problème, les réseaux. On sait jamais trop comment ça fonctionne, les algorithmes et tout. Bah, chacun son algorithme, ouais. Je pense que Facebook, peut-être, il privilégie plus de vues. Ça veut dire, si tu passes dans le feed, bah, il compte comme une vue, alors que les autres, beaucoup moins, quoi. YouTube, par exemple, ils sont un peu plus compliqués pour compter. Ouais. Et alors, comment t'arrives, toi, à concilier, du coup, tournage et justement, on vient d'en parler, crise d'épilepsie, parce que c'est des trucs qui te suivent encore maintenant. Bah, c'est ce que moi, j'ai toujours dit, j'ai l'impression d'avoir 2 maladies. Ma tumeur cérébrale, et ça, j'y pense pas spécialement au quotidien. Mais je suis également devenu, à cause de la tumeur et des opérations, je suis devenu épileptique. Donc, au tout début, je faisais des crises avec convulsions, tout le bordel, tu vois, tu tombes par terre, t'as les yeux révulsés et pendant 30 secondes, 1 minute. Et après, pendant 45 minutes, moi, j'étais un somnambule, je me souvenais de rien, mais je marchais, je pouvais me casser la gueule, je faisais n'importe quoi. Et on a testé plein de médicaments différents, parce que avec moi les médicaments marchaient pas, et en 2018, donc au bout de 2 ans, on a réussi à arrêter définitivement les crises avec convulsions. Je continue à faire quand même des crises d'épilepsie, mais je ne perds jamais connaissance, et ça déjà c'est mieux. C'est moins dangereux pour moi parce que j'ai le temps, je les sens arriver, j'ai le temps de m'allonger en PLS, d'attendre que ça passe, et c'est déjà moins dangereux et moins traumatisant pour moi. Mais je continue à en faire souvent. Là, mais la dernière, c'était avec moi dans un C'était sauna. Avec toi il y a 2 semaines. Vraiment premier degré. Alors je raconte, je dis à Florent, je l'appelle, je dis ouais, je joue à Nancy, parce que je joue à Nancy à la salle Poirel, c'était exceptionnel. D'ailleurs, tu me préviens toujours, mais 3 heures avant que tu arrives à Nancy. Il faut que. Heureusement que j'ai aucune vie, moi. Mais il y a 900 personnes qui s'organisent pour venir me voir. Tu n'as pas d'excuses. C'est vrai. Je regarde jamais, c'est vrai. Non, et donc du coup, je dis à Florent, je dis bah t'es chaud, on se fait un petit sauna. Tu sais, moi c'est mon café à moi le sauna. Et donc il dit ok et tout machin. Une fois dans le sauna, il dit tu sais, parfois quand il fait trop chaud, je peux faire des crises d'épilepsie. Mais je m'en rends compte une fois qu'on est dans le sauna, tu sais. Putain, j'ai un effet bizarre là. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le droit d'être dans un sauna, non? Et là,
Et il dit, oula, je suis en train de faire une crise d'épilepsie. Et il sort et il tombe contre le lit. Le transat, ouais. Voilà, le transat, il s'allonge direct comme ça. Et je fais, oh putain, et moi, il m'a pas prévenu, il m'a pas dit peut-être fois. Donc je vais là-haut, je monte, je dis, il faut peut-être appeler les urgences et tout, machin, je savais pas du tout. Et je descends et là, il récupère connaissance et, enfin, il reparle. Et il dit, non, c'est bon, t'inquiète, tout va bien pour moi. En plus, je te dis, t'inquiète, tout va bien pour moi. Ça allait toujours pas, tu sais, mais c'était pour que personne s'affole. Ouais. Ça va. À l'intérieur de moi, il se passe 10 000 trucs, en fait. Tu perds, je dois perdre, je pense, la moitié de mon cerveau. C'est sous décharge électrique et je sais pas qui je suis. Mon cerveau pense à énormément de choses en même temps. Je suis incapable de dire quoi et j'ai une impression de déjà vu pendant plusieurs minutes. Tu vas me dire un truc, je vais me dire, ah oui, on a déjà fait cette crise d'épilepsie ici, dans le même sauna et tu m'avais dit à cette époque-là Ça, exactement la même chose. Mais ça, pendant plusieurs minutes, parce qu'on connaît tous la sensation de déjà vu, mais c'est généralement une seconde, une phrase, un truc. Moi, ça dure tout le long. Avec une envie de vomir, mais incroyable. À chaque fois, je me dis, j'ai jamais vomi pendant une crise, mais ça va être la première fois sur celle-là. Et l'impression que je tombe quand même dans les pommes. Donc, je résiste. Et ça dure en moyenne, 5 minutes. Et le pire, c'est que lui, il doit, pour se rassurer, se dire quelle date et quel jour on est. Toi, il dit alors, on est quelle date? Et moi, je lui dis, ben là, on est le 23 décembre et on est en 2024 et tout. Et il est là en train de bugger et dire, non, ta gueule. C'est genre, pas ça. La pire blague à faire à un épileptique, quoi. Le mec prend rien. Non, mais c'est un bon test. Moi, j'ai capté, je dis, non, Là, il a l'air de faire beau dehors, c'est peut-être le 24 décembre, quoique, réchauffement climatique. Le mec, il part dans un. Donc, ouais, c'était impressionnant. Enfin, impressionnant pour toi, quoi. Oui. Et je me suis dit, putain, je dois te mettre, mais tellement à quelques heures avant ton spectacle et tout. Non, du coup, tu m'as expliqué, tu m'as dit non, t'inquiète, c'est fréquent, ça m'a rassuré. D'ailleurs, tu m'as dit que ça pouvait t'arriver en tournage. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé en tournage, ouais. T'as eu une crise d'épilepsie en tournage? Oh, j'en ai fait plusieurs, ouais. Et quand on te met en PLS dans un coin, tu reviens de tout à l'heure? Ouais, je me mets en PLS et puis... il y en a une, la dernière dont je me souviens, c'est un peu de ma faute. J'ai fait une cascade et j'avais les 2 pieds qui glissaient et je tombais en l'air par terre sur un matelas. Et moi, je me dis, malin comme je suis, non, je tombe pas sur le matelas, comme ça on aura aussi le bruit du sol et tout, tu vois. Les 2 pieds en l'air, je tombe. Et là, tout le monde fait, ça va, Flo? Parce qu'on a entendu le bruit quand même, je m'enlève, ça va, et hop, je me mets en PLS, je fais ma crise. Voilà, bien fait pour ma gueule. Et en plus, je regarde après coup, une fois que ma crise elle était finie, je regarde un peu les images, je fais, mon saut est raté, hein. Ouais, on l'a refait. Et donc là, t'as pris le matelas. Là, j'ai pris le matelas. Et tu fais comment? Au bout de 5 minutes, ça revient? Ça revient, tu redeviens normal. Ok. Tu retrouves tes esprits, t'es un peu plus fatigué, tu vois, mais non, moi, ma vie reprend. Voilà. Et comme je disais, pourquoi je dis j'ai l'impression d'avoir 2 maladies? Les tumeurs cérébrales, la tumeur cérébrale, j'y pense jamais. Mais tous les matins, quand je me réveille, la première chose que je dois faire, c'est prendre mes médicaments anti-épileptiques. Donc, dès le matin, tu te dis, ah oui, je suis épileptique. Et le soir, avant d'aller me coucher, je suis épileptique. Je prends aussi des médicaments le soir. Parce que sinon, t'en fais la nuit? J'en ai déjà fait le matin au réveil, ouais. C'est horrible. Vraiment, ouais. J'ai eu des périodes où, en mars, pourquoi j'ai dit en mars? Non, en 2017, j'en ai fait pendant... Donc, c'était avant qu'on découvre des médicaments qui marchaient mieux sur moi. J'en ai fait tous les jours pendant 4 mois. Wow. Ouais. Ça doit tous les être jours. horrible. Alors, pas que avec convulsions, mais c'était quand même des crises d'épilepsie tous les jours. Des fois, je perdais pas connaissance, des fois, je perdais connaissance. J'avais l'impression d'être sur une autre planète, en fait. J'étais quelqu'un... et je comprenais rien à la vie. Et ça m'est arrivé de nouveau en 2022. Je faisais aussi, pendant 2 mois, des petites crises 5 fois par jour en moyenne. Mais c'était des toutes petites, les prémices d'une crise un peu plus grosse. Elle démarrait pendant 5-10 secondes, elle s'arrêtait. Et en fait, dès le matin, tu te dis, ah oui, c'est vrai, je suis épileptique. Et toute la journée. Et ça rend fou. Et à chaque fois, on testait des nouvelles molécules. Là, j'ai 4 médicaments anti-épileptiques par jour. Je me dis, demain, on donne ça à quelqu'un qui n'est pas épileptique, mais je pense qu'il dort toute la journée. J'ai l'impression d'être comme Jordan Belfort dans Loup de Wall Street qui t'explique au début du film. Alors, je prends de la cocaïne le matin au réveil avec tel médicament et tel truc. Tu donnerais ça à un mec de New York qui tombe. C'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça parce que je m'y suis fait petit à petit. Mais je sais que dans mon cerveau, là, je suis shooté, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai pas de pantalon. Je sais pas si j'ai le droit de me lever. Ouais, je comprends. Mais est-ce que du coup, le fait d'être lancé dans l'humour aussi, parce que avant tu y étais pas, ça t'a permis de survivre un peu à ce truc-là, tu vois, de prendre un peu du recul, quoi.
En fait, moi, je me disais, avant 2016, on fait tous rire nos potes. Toi, on est tous quelqu'un de drôle pour quelqu'un. Et toi, t'avais pas de potes? J'en ai toujours pas, d'ailleurs. Hein. Non, mais je me disais, voilà, j'arrive à faire rire mes potes, mais je sais pas si je suis réellement drôle, d'un point de vue objectif. Je veux dire, en soirée, je balançais des conneries, voilà. Ah, t'es marrant. Et j'en avais plus rien à foutre. Comme je dis, en 2016, je fais mes premières vidéos et donc là, je me rends compte que j'arrive à faire marrer des gens qui ne me connaissent pas. Et donc, l'humour a été pour moi un peu une nouvelle passion que je venais de découvrir, un gilet pare-balles pour moi. Dans des situations où j'étais un peu gêné, j'utilise toujours l'humour. Et voilà, c'est moi, clairement, ce qui m'a... En fait, c'est un peu bizarre parce que si on me disait demain, est-ce que tu préférais retrouver ta vie d'avant où tu n'étais pas malade que t'ignorer que tu avais une tumeur, avec ton petit boulot bien rangé, ta vie qui est totalement normale, ou tu préfères ta vie de maintenant, où c'est pas tous les jours facile avec tes crises, voilà, ta maladie, mais en contrepartie, tu as quand même la chance de pouvoir faire des vidéos humoristiques, de poster des trucs sur YouTube. Je préfère largement ma vie qui a été ma vie depuis 2016. Voilà, qui a été avec plein de pics, plein de trucs assez incroyables à vivre, des mauvais moments et des bons moments, je préfère largement celle de 2016. Malgré ce que ça me coûte, tu vois, d'un point de vue santé, mais alors j'en ai rien à foutre. Si on me laissait vraiment le choix, moi je refais la villa où je suis devenu le parfait inconnu. Ouais, parce que c'est ta passion, t'as découvert ce qui t'animait. Ah ouais, complètement. Ce qui te faisait vraiment... Moi, j'avais pas de passion, j'allais juste me mettre des tôles avec mes potes les week-ends. Hein. Tu sais, tu disais, le week-end, je fais quoi? Je me mets des tôles. En journée, un samedi après-midi, je décuve. Le samedi soir, je refais ça. Le dimanche, je décuve. Et puis, on retourne au boulot le lundi matin, quoi. Et ça jusqu'à 26 ans. Ouais. Et tu t'es jamais dit, putain, j'ai envie de changer ça? Non. Non. Il t'a fallu cet événement. Il m'a fallu un électrochoc. Vraiment. Mais t'étais déjà créatif comme personne avant? T'étais déjà... Le seul truc que j'ai commencé à faire, qui était un peu, on va dire, un exutoire dans mon taf, c'était de m'inscrire sur Twitter. Voilà, je me suis inscrit quelques mois avant. Donc c'était fin 2015. Oula. Je m'étais inscrit en 2012, mais j'ai jamais utilisé Twitter à l'époque. J'avais même pas dessus. Puis j'ai commencé à écrire des vannes sur Twitter. Voilà, en 2015, je me dis, alors là, j'ai des idées de génie. J'écris une vanne, je la poste. Donc il n'y a pas de retweet parce que tu démarres de zéro, tu vois. Et puis en plus, je tape la même vanne. Elle a déjà été faite 100 fois. Tu dis, je pensais être original, mais pas du tout. Donc je me suis quand même entraîné un petit peu sur Twitter à écrire des vannes. Petit à petit, à essayer d'être original. C'est pas du tout évident d'être original pour écrire des vannes. Et c'était un petit peu, voilà, quand je me faisais chier au boulot, je vais écrire cette vanne. Et je me souviens une fois, je suis en pleine réunion. Et donc, mon Twitter, c'était Florence Perroni. J'avais mis mon vrai nom, tu vois. Et je balance une vanne. Et là, j'entends mon téléphone qui était posé sur la table, qui arrêtait pas de faire ting, 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 ting. Je fais, oh là, déjà, je vais le mettre en silencieux pendant la réunion. Et je le coupe, tu vois. Et après, je regarde 17 000 retweets. 17 000. Ah ouais. J'avais pas... Et en plus, à l'époque, 2015, on était beaucoup moins. C'est énorme. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens de la vanne? C'était un faux mail. Comme quoi, moi, j'avais envoyé un mail à M6... l'amour est sous le préau, je crois que c'était ça. Je leur proposais de faire et les gens ont pris premier degré, comme si j'écrivais à M6 en boucle pour dire j'aimerais bien la version l'amour est sous le préau avec des gamins et les gens ont pris ça premier degré en me disant mais ce mec est fou, tu vois. Et en fait c'est Norman qui a proposé ça, les gars. Putain, t'imagines là ça cartonnerait encore plus à cette heure-ci. Mais non, j'ai fait ça et là je me dis attends, imagine, parce que là tu commences à te dire 17 000 retweets, ça se trouve mon patron il va voir que pendant la réunion là à 15h28 j'ai envoyé mon tweet et tout. Je me suis dit trouve-toi un autre nom. Vite, trouve-toi autre chose. Ouais. Tu peux pas t'appeler Florence Perroni sur un... Tu commences à psychoter. Et je me suis appelé... je me suis dit, tape parfait inconnu. Voilà, je suis personne. Tu sais quoi, même le parfait inconnu. Hop. J'ai même pas vérifié si quelqu'un d'autre avait ce pseudo ou pas en France. Apparemment, non. Et je me suis appelé le parfait inconnu, comme ça, sur un coup de tête, parce que j'avais un tweet qui avait explosé. Parce que t'avais peur de ton patron. Juste parce que je voulais rester inconnu, à la base. J'écrivais mes vannes dans mon coin, j'avais même pas mis ma tête en photo de profil. Et puis il y a eu, quelques mois plus tard, j'apprends que j'ai une tumeur et j'ai relu certains de mes tweets.
Et je me suis dit, je suis sûr que cette vanne-là, elle peut... tu sais, alors en plus, à l'époque, c'était que 140 caractères, maximum. Tu devais faire 2 phrases max, quoi. Et ben, j'ai transformé certains de mes tweets en vidéo et ça marchait bien. Et j'avais sympathisé avec quelques créateurs comme c'était @la mort la vraie, qui s'appelle en réalité Xavier. Et déjà, c'était lui qui avait écrit le tweet raclette. Et tu vois, c'est ma deuxième vidéo. Il m'envoie, tiens, transforme mon tweet en vidéo. Et tu vois, c'est grâce à lui que ça a explosé. Et depuis toujours, au départ, je lui envoyais mes scénarios. J'écrivais mes scénarios, je lui envoyais pour relecture. Et il me disait, ouais, tu devrais changer ça. Et petit à petit, on s'est même mis à les écrire ensemble. C'est Xavier comment déjà ? Le Gall. Oui, Xavier Le Gall, mais je crois qu'il écrit avec ma sœur aussi. J'ai écrit avec lui aussi. Oui, il m'avait parlé de toi, il m'a dit, j'en peux plus de ce gros bâtard là. Salaud, sa sœur, elle est encore pire. Non, mais j'avais écrit avec Xavier Le Gall. On parle pas assez des co-auteurs qui sont dans l'ombre. Ouais. Et Xavier Le Gall, il a de très bonnes idées. Bien sûr. C'est un mec brillant. Moi, je suis capable pendant 1 heure, je vais te balancer 10 vannes différentes en quelques minutes, et lui va me dire non. Ça, c'est trop trash, ça, c'est pas assez drôle, ça, c'est du déjà vu. Et dès qu'on rigole tous les deux sur une vanne, celle-là, on la note. Et je préfère largement écrire à 2. Ouais. Voilà. Déjà, ça te rassure, tu sais, quand tu arrives à faire rire quelqu'un devant toi, bon, bah, allez, ça peut peut-être marcher dans le scénario. Ouais. Voilà. Donc, on écrit à 2. Puis il y a du talent sur Twitter. Il y a eu plusieurs tweetos, des mecs sur Twitter qui ont buzzé longtemps après sur d'autres plateformes comme Twitch et tout. Il y a Amine Mathieu qui a tout explosé sur Twitch, sur YouTube. Il y en a vraiment plusieurs, par exemple. Maxime Biaggi, enfin plein d'autres. Ouais, en fait, tu vois qu'il y avait des gens qui étaient très malins sur Twitter et en fait, tu voyais qu'ils avaient déjà cette possibilité d'écrire facilement. Et en fait, après, une fois que tu as ça, c'est le plus difficile finalement. C'est d'arriver à avoir l'écriture, quoi. Ouais. Ça, je savais pas que tu avais commencé sur Twitter. Ouais, bah ça n'a pas duré longtemps parce que dès que je me suis lancé après dans les vidéos, j'écrivais plus de tweets, tu vois. Je pense que mon compte est quasiment mort depuis. Est-ce qu'il y a des tweets problématiques ? Parce qu'à cette époque, sur Twitter, on disait des sacrées dingueries. En fait, moi, si je faisais un flop, vu que c'était que un tweet, je l'effaçais le jour même. Je testais, il faisait 0, il faisait 3 retweets. Allez, je le bazardais le soir même. Là, maintenant, avec une vidéo, t'as le seum. Si tu postes une vidéo, t'as bossé plusieurs semaines dessus, et elle flop, bon, bah, tu la laisses, hein, tu vois. T'as fait une cascade, t'as fait une crise d'épilepsie. Ouais, voilà. T'as eu des flops, toi ? Non, tu flopes jamais. Comment ça, je flop jamais ? Bah, tu fais toujours pas mal de milliers de vues, quand même. Bon, c'est des flops à ton échelle, quoi. Ouais, non, bah, on connaît tous des flops, ça dépend. Surtout sur les réels, je trouve. Depuis quelques années maintenant, fut une époque, tu sais, tu postais un truc, c'était orienté tout de suite vers tes abonnés. Donc, tu postais un truc sur Facebook, ils le voyaient tout de suite, ou tu postais des trucs sur Instagram, tu voyais que des trucs de gens dont tu étais abonné. Et maintenant, tout le monde a copié un peu TikTok. T'as un fil, tu sais même pas sur qui tu vas tomber. T'es abonné à des gens, tu vas même pas forcément voir ce qu'ils font. Donc, c'est hyper aléatoire. Là, j'ai posté une vidéo, par exemple, sur TikTok il y a quelques jours. Elle est déjà à 4 millions de vues. Et en fait, des fois, je vais en poster une, elle va faire 50 000 vues. Ouais. C'est aléatoire. Ouais. Voilà. En fait, moi, je parle pas trop réel. Les flops des réels, ça, c'est vrai que c'est trop aléatoire. Et puis, d'un réseau à l'autre, ça veut rien dire. Moi, je parle des flops, genre, partout, il y a nulle part, ça marche, quoi. Ça peut arriver, c'est un peu chiant, mais c'est un peu le risque de fait de créer beaucoup, quoi. Toi, tu fais combien de vidéos par an ? Ça fait énormément. Alors, je me suis fixé un objectif parce que je fais des vidéos trop longues. Ça, c'est clair. Ça, j'ai vu. Là, maintenant, c'est 15 minutes minimum. Minimum. Mais ce qui suit un peu une certaine tendance sur YouTube, où j'ai l'impression qu'il y a une mise en avant, des vidéos qui sont de plus en plus longues. Alors oui, il y en a qui sortent des vidéos d'1 heure facilement. Tu prends un Squeezie, bon bah il va faire un concept d'1 heure. J'adore ces vidéos d'ailleurs. Qui est l'imposteur, des trucs comme ça, c'est tellement drôle. Sauf que lui, le tournage en lui-même est sur une seule journée. Il doit y avoir énormément de préparation avant. En termes de montage, pareil, ça doit être des semaines. Mais le tournage en lui-même, c'est vraiment qu'une seule journée. Moi, sur certains, déjà il y a l'écriture des scénarios. Pareil, je prends des semaines parce que c'est comme écrire un mini-film. Et il y a par exemple la vidéo Je déteste mon boss, c'était 9 jours de tournage. Elle fait 33 minutes. Donc si tu raisonnes en mode je tourne un film, 9 jours de tournage pour 33 minutes, dans le monde du cinéma, c'est même trop rapide en fait. Donc je me suis dit, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Je m'investis énormément dans tout ça et on n'est pas beaucoup, je pense, à créer des courts-métrages de ce style sur YouTube. Je me demande si tu n'es pas devenu le seul.
Bah, il y a Cyprien qui fait ça aussi. Ouais, mais Ouais. il fait plus. Si. Bah, c'est rare. Il en passe de moins en moins, mais il en fait encore des courts-métrages un peu Ouais. au Japon ou sur la BD un petit peu. Ouais, mais il en fait c'est- peut-être 3, 4 J'en ai vu une an. sur l'IA. Bon, là. franchement, il en fait 2 par an max. Et quand il y a une grosse opération T'exagères. commerciale. Mais ça, Franchement, c'est la nouvelle génération. Si on voit pas quelqu'un pendant un mois, on a l'impression qu'il a disparu. non. Il a arrêté. Il a arrêté Cyprien sa carrière. Ouais, franchement, Cyprien, il fait combien de vidéos par an? Je dirais. Moi, je dis dernièrement, il en fait au moins 10. Non, mais t'as fumé complet. Si on est en Complet. 2015, oui, il en fait. Ouais, pour moi, je crois qu'il y a une année où carrément il a quasi pas posté. Vraiment, c'est. Tu vois, il y a 3 mois, 8 mois. Ah, donc merde. en fait, 2 par an, c'est ce que je te dis. Putain, ouais, Et d'accord. en fait, pour moi, t'es devenu l'un des derniers à faire des vidéos scénarisées comme ça, où tu fais que ça, quoi. Après, il y en a plein qu'on connaît peut-être pas aussi. Parce que c'est vrai que moi, je passe pas beaucoup de temps sur YouTube à regarder ce que les autres font. C'est vrai. Moi, je regarde des trucs, genre des parties d'échecs commentées. Oui, mais tu vois, Euh, YouTube a changé. C'est-à-dire que avant, c'était courant d'avoir un mec qui avait un scénario avec. Il y avait, tu vois, Oui. des créateurs de contenu comme ça. Maintenant, un mec qui va faire un scénario de A à Z avec un dénouement, un twist, etc. Ben il y en a plus, quoi. Le palmacho, Ouais. c'est fini, tu vois. Maintenant, la tendance, c'est genre on va commenter des trucs. Il y a des podcasts comme nous. Moi, je suis un peu la tendance, tu vois. Il se trouve que j'aime bien le format, donc ça va. Je me travestis pas, tu vois. Ça, c'est le truc dans le sens. T'es en train de dire que t'es pas une pute. Exactement. Voilà, t'auras le titre de la vidéo. Je Exactement. suis pas une pute. Non, mais je suis en train de faire un podcast parce que c'est la tendance. Il se trouve que c'est la tendance, mais je suis pas en train de faire un truc qui est complètement éloigné de ce que j'aime faire. Donc ça va, tu vois. On kiffe. D'ailleurs, on fait ça ensemble, c'est sympa, tu vois. Mais il y a une tendance à YouTube à faire du React, du faire des formats très très longs, des sortes de tu vois, des trucs comme Squeezie qui fait l'imposteur, etc. Où on est sur des vidéos longues qui se rapprochent un peu de la télé à l'ancienne, quoi. Bien Parfois. sûr. Bien sûr. Bah, tu vois, qui reçoit des gens qui font leur promo, des célébrités qui font leur promo et tout. C'est devenu un peu de la télé, en fait. Ouais, au final, ouais. Et il a inventé ses concepts. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Squeezie, en vrai. Oui. Voilà. Ah bah, c'est quelqu'un Je qui pense qu'il est regardera très pas cette vidéo, mais je le sauce quand même, quoi. Et là, il arrive, c'est oh bah ouais, qu'est-ce qu'il fout là? Squeezie, ouais, c'est un acharné, ouais. Ouais, je pense qu'il travaille pense. énormément. C'est vrai qu'il sort tellement de Ouais. concepts, tellement de vidéos que Ouais. c'est dur à Bah, reproduire. il a l'air tout le temps fatigué. Il a l'air. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, début de la vidéo, il a déjà les yeux à moitié fermés. Tu te dis, il a préparé ça depuis 3 semaines. Ouais. Puis ouais, il fait je pense des que- événements, là, il fait la course GP Explorer, il fait de la Formule Ouais, des trucs 4, comme ça. il a une marque Ouais. de kombucha, il avait une marque de vêtements qui s'est mal passée, il a eu plein de trucs, quoi. Ouais. Les risques qu'il prend, c'est. Ah, c'est ouf. GP Explorer, maintenant, ça a un rayonnement mondial, quoi. C'est genre, même des youtubeurs étrangers parlent du GP Explorer. On est dans un délire. Et à mon avis, il y a peut-être un monde où il va faire un YouTube international, tu vois. Ouais. Oui, enfin, moi, c'est pas déconnant que dans quelques années, il y ait MrBeast qui soit dans son événement. Ouais. Tu vois, on en est là, quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est l'équivalent d'un mec qui fait une licorne en France, tu vois, où en gros, le rayonnement est tellement puissant que ça va intéresser le monde entier. À la base, il jouait à des jeux vidéo en ligne. À la base, Ouais. il faisait du Twitch. Voilà, il faisait du Twitch et il a vraiment. Il s'est propulsé en s'acharnant. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est un modèle. Ça n'enlève pas l'idée que j'ai que YouTube, pour moi, a changé et qu'on a de moins en moins de trucs un peu artisanaux comme tu fais. Et je trouve ça un peu dommage. Je regrette Ouais. un peu. Bah, moi, j'arriverais pas, en fait. Je me suis posé plein de questions, hein, du style qu'est-ce que tu pourrais faire qui serait moins compliqué que des courts-métrages un peu cinématographiques et tout. Et en fait, quand tu regardes, tu vas avoir beaucoup de trucs pendant 24 heures. Je mange du bleu. Ouais, non, mais tu vois, Ouais. je m'entraîne, je fais le même sport que Arnold Schwarzenegger pendant 24 heures. Mais tu dis, mais 24 heures, tu crois que tu vas devenir musclé en 24 heures. Et ça, j'aime pas. Voilà, j'aime pas et t'as l'impression que tout se ressemble. Voilà, mais c'est Les ces contenus se concepts-là que je dénonce, que je trouve voilà, je suis resté enfermé dans un Ikea et tout. Franchement, ça casse les couilles, quoi. Ouais. Tu crées quoi? Enfin, il y a... Tu sais que tu t'attaques à Ibra TV, là. Hein. C'est Ibra TV qui a fait ça. Ben, Très en vrai, musclé, très fort, qui fait des burgers. Désolé, Ibra TV, mais bon, toi, t'étais le premier, à la limite, pourquoi pas, puis t'es musclé. Non, je vais pas dire du mal de Je suis toi. sûr que je lui arrache la gueule. Ouais. Mais- Comment se faire des ennemis, c'est vrai. Mais je trouve que, tu vois, ces concepts-là, tu crées rien, quoi. Comme les React, en fait, tu
tu crées pas grand-chose. Moi, Non. ce qui me manque, en fait, et ce que tu montres sur YouTube, c'est la création, tu vois. Alors, même si on peut dire, hey, tu vois, ces scénarios ressemblent à ça, on a toujours eu ça, tu vois. Néanmoins, t'essayes et parfois tu crées vraiment, tu vois. Il y a vraiment des choses qui sont nouvelles. Et Mais- ça, je regrette. Pourquoi je fais ça? Parce que mon vrai rêve, au fond de moi, c'est le monde du cinéma. Moi, je rêverais un jour jouer dans des films, ça peut être Netflix ou vraiment Cinoche. C'est mon vrai rêve. Devenir acteur, c'est clairement ça. Et donc, je me dis à mon niveau, je peux déjà créer des courts-métrages qui sont de plus en plus cinématographiques parce que j'ai monté une équipe depuis 1 an. Et ouais, ça me fait vibrer. Et, en fait, il y a même un truc, je sais pas si c'est le chiffre symbolique des 10 ans. Toi, 10 ans que j'ai commencé déjà, même si c'était au tout départ filmé au téléphone et monté avec un logiciel gratos et tout. Mais là, depuis peu, je me dis souvent, si un jour j'ai l'occasion de jouer dans un vrai film, j'aimerais bien que ce soit tout sauf une comédie. Pourtant, depuis 10 ans, je fais des comédies, tu vois. J'aimerais bien que ce soit un film d'action, un thriller, peut-être même un film dramatique. Et je me dis, pourquoi t'écris pas, en fait, des thrillers toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Parce que moi, je me dis, ouais, mais les gens me voient comme un humoriste, ils m'imagineraient pas créer moi-même un thriller. Et donc, je me suis dit ça, voilà, depuis 10 ans. Et je me dis, mais le meilleur moyen de savoir si ça pourrait leur plaire, c'est de le faire. Donc là, j'ai écrit 3 thrillers. Et ouais, c'est d'un coup, le mec, Il dit, peut-être j'en fais un de 7 minutes, j'attends. Non, Alors, 3 thrillers de 30 minutes. J'en ai écrit un il y a 1 an. Voilà, je me souviens, c'était été 2024, voire... Non, oui, été 2024, c'était il y a plus d'1 an même que je l'écrivais. J'avais même commencé à faire des annonces en ligne pour trouver des comédiens, tout ça. Et je me suis dit, attends, t'es peut-être pas prêt, tu vois. Je me suis dit, t'es peut-être pas prêt parce qu'il a l'air compliqué à tourner, il y a tellement de scènes, ça va être différent pour toi d'arrêter de faire des mimiques que t'as l'habitude de faire, parce que quand je joue mon personnage, j'exagère un peu mes mimiques, un peu comme un Jim Carrey, tu vois. Je suis étonné dans la vraie vie. Le vrai ou le clone? C'est vrai. Le clone, il tournerait sa tête comme ça, tu vois. Et le vrai Jim Carrey, il est... voilà. Et moi, dans mes vidéos, dans la vraie vie, je suis normal, je suis étonné, je vais faire ça. Là, je suis étonné dans mes vidéos, c'est vraiment des yeux globuleux qui sortent et tout. Tu as l'impression qu'ils vont exploser. Et donc, je surjoue un peu parce qu'on est dans la comédie. Voilà. Et là, dans mes thrillers, je me dis, ça va être un nouveau challenge parce que je vais devoir jouer totalement différemment. Donc, tu te dis, je sors de ma zone de confort. Est-ce que c'est le bon moment? Tout ça. Et il y a un truc qui est vrai, c'est jamais le bon moment. Si tu attends vraiment le bon moment, tu le fais jamais. Et Tu veux avoir un enfant? C'est pas le bon moment. C'est la même réponse. Exactement. Mais donc tu vas le faire là, ouais, t'es chaud. Ouais. En fait, j'ai déjà fait des tests avec mes dernières vidéos. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Le dîner avec mes ex, où j'ai fait une fin, sans trop vous spoiler, j'ai fait une fin qui est triste. Première fois que je pleure à l'écran, c'était pour tester. Tu vois, qu'est-ce que ça me ferait est-ce que j'arriverai à pleurer à l'écran? On m'a dit action. J'ai chialé direct. Je me suis dit, bon, voilà, si déjà je dois faire une scène triste, ça a été, mais d'une facilité pour moi. À la limite, je chialais trop. On me disait, attends, Flo, sur le plan juste avant, tu chialais pas assez. Tu pourrais chialer là maintenant. Action. Ça va être le podcast le plus long. Parce que je suis pas prêt psychologiquement. Mais... Le podcast va durer 2h30. Non, je rigole. Mais toi, tu chiales là, par contre. Moi, je voulais t'aider. Bah ouais, mais toi, tu chiales. Moi, j'y arrive. Qu'est-ce qui nous arrive? Putain. Oui, je me souviens dans le sauna ce qui nous est arrivé. Non, mais moi, alors, j'arrive vite à. Ouais, je vois ça. J'arrive vite à procurer des larmes, mais c'est cheaté. Moi, j'avais une technique cheatée aussi. Je mettais de la musique dans mes oreilles. Voilà. Tu te mets une petite playlist un peu triste pendant que le caméraman, tu vois, il place et tout. Je me mets ma playlist. Je repense juste à ma vie de merde. Et c'est horrible de dire ça. Et j'enlève action. Et là, j'ai vraiment les larmes qui tombent et tout, juste avec la musique. C'était quoi comme musique, Kenji Girac? Je me dis, putain, Maître Gims, il a réussi à percer avec ça. Et en fait, il y a eu ça. Ensuite, la toute dernière qui est en ligne là, c'est Charo malgré lui. J'ai mis une fin un petit peu science-fiction, un petit peu sérieuse et tout. On sort
uniquement de l'humour, c'était des tests. Et sur les 2 vidéos-là, tous les commentaires des abonnés m'ont dit vraiment excellent, putain là, ça sort de ce que tu as l'habitude de nous faire, j'ai vraiment adoré, continue comme ça. Donc tu te dis, bon bah voilà, j'ai fait un tout petit peu différemment et ça leur a plu. Là, sur celle qui va sortir dans les jours qui viennent, je sais pas quand est-ce que tu sortiras ce podcast, mais en gros, la vidéo, ce sera « Je te quitte des os ». Okay. La fin, c'est la fin la plus what the fuck que j'ai pu tourner jusqu'à présent. Ce sera probablement déjà en ligne, ta vidéo. Ouais, ça s'appelle comment ? Je te quitte des os. Je te quitte des os. Allez voir, Je te quitte des os. Et voilà. C'est une fin what the fuck. Fuck. Et là, à l'époque où on tourne maintenant, on sait pas si les gens l'ont bien reçu ou pas. C'est intéressant. Tu mises sur un bien reçu ou tu mises sur un ouais, t'es complètement con ? Non, parce que justement, c'est une scène d'action. J'avais envie de tester. C'est là où t'as fait ta crise d'épilepsie. Non, même pas. Ah, c'est pas là ? Non, j'en ai pas fait, tu vois. On a fait, c'était 7 heures de tournage où on se tape dessus. C'est vraiment une scène d'action et je l'ai fait vraiment, j'ai pris ça vraiment au sérieux parce que je suis allé m'entraîner à Paris avec des chorégraphes de baston. La scène, c'est avec une vraie comédienne cascadeuse et je me suis entraîné plusieurs jours, je répétais les chorégraphies chez moi. Moi, j'avais insisté en plus pour que ce soit des plans séquences de combat et que ça soit filmé vraiment par des pros et tout. Et la scène de combat, franchement, je l'ai regardée là, au montage et tout, elle est stylée, tu vois. Et je me dis, je suis crédible. Trop bien. Pour faire une scène de combat. Donc j'ai fait une ligne de plus sur mon CV. J'ai dit, si un jour je veux jouer dans un film d'action, je montre cette scène-là. Et je me suis donné un... Et pourquoi t'as pas d'agent ? T'as un agent ? Bien sûr, j'ai un agent. C'est ma mère. Je veux dire, non, j'ai pas d'agent. Et ça, je m'en veux à chaque fois que je le dis. Comment tu veux trouver un rôle au cinoche Moi, je me dis j'ai encore plein de choses à prouver. Je me dis tout le temps ça, mais depuis des années, t'as pas encore assez prouvé pour aller toquer à des portes. Mais ça fait 10 ans que tu joues sur YouTube. T'as l'expérience maintenant, non ? Ouais, mais je joue, comme je dis, je joue dans la comédie, tu vois. Et ça, on peut te ranger, surtout en France, on peut te ranger dans une case. On va te dire, ouais, non, mais lui, c'est un comique, il surjoue, voilà. Et c'est pour ça que je me dis, moi, les thrillers, là, c'est un nouveau challenge à mes yeux, je vais kiffer. Là, j'ai des frissons dans l'écriture des scénarios que j'avais un petit peu perdu avec le temps sur des scénarios humoristiques. Parce que, tu sais, c'est un peu mécanique. T'écris un scénario, tu sais comment construire ton scénario, les rebondissements, la fin, tu sais, c'est à peu près toujours même si c'est pas la même histoire, c'est toujours, ça devient un peu mécanique pour toi d'écrire un scénar. Je sais pas pour toi si... En fait... Toi, c'est plus sur l'actualité, par exemple. Ouais, puis même, moi, je ressens ce côté un peu, parfois, surtout quand tu fais les mêmes formats et tout, le côté un peu redondant quand même. Ouais. Et que, à tel point que je fais moins de vidéos parce que ça se ressemble, en fait. Il y avait des choses qui m'amusaient avant parce que c'était nouveau, qui maintenant me lassent un peu, tu vois. J'ai envie de retourner dans les trucs, soit que j'ai déjà fait pour retrouver de la fraîcheur, alors que je l'ai déjà fait, mais en fait, le fait d'avoir laissé des formats pendant un moment, bah, ça me manque un peu, tu vois. C'est ce que j'avais fait quand je jouais tous les personnages, parce que bah, je veux pas payer des gens. Exactement, c'est une bonne technique. Tu sais qu'avec l'IA, tu pourrais même mettre des tronches différentes sur ta gueule. Ouais, on m'a dit, ça serait pas mal. Ouais. J'ai joué avec Bradley Cooper et Leonardo DiCaprio. Mais peut-être c'est le next step. Mais tu vois, genre... Ben ça, je l'avais laissé de côté, je l'ai repris, j'adore. Et là, ça m'a relassé un peu de le refaire, donc je mets un peu de côté. J'ai envie de refaire des choses à plusieurs, tu vois. D'ailleurs, je te demanderais, parce qu'on aime bien bosser ensemble, ça serait pas mal que tu interviennes. Il faudrait que tu viennes dans un thriller, alors. Avec plaisir. T'imagines ? Je pense que pour beaucoup de comédiens qui jouent vraiment dans des trucs humoristiques, ça peut les faire vibrer de jouer dans des trucs où ils arrêteront de faire rire les gens. Ils veulent les toucher, ils veulent les surprendre. Et je pense que beaucoup de comédiens aimeraient faire ça. Mais moi, j'ai peu de palette de jeu. Hein. J'estime pas que je suis comédien. J'essaie d'être un connard, j'essaie d'être con. Sois toi-même, en fait. Voilà. je te donnerais un rôle de connard, tu sais. Ah bah oui. Et je te dirais, comme au tournage où t'étais venu à Nancy, improvise. Freestyle. Ouais, j'ai peu de palette. Je sais faire le connard con un peu, tu vois. Le connard, mais un peu con. Tu t'inspires énormément de ta vraie vie. Exactement. C'est pas un rôle de composition, finalement. Mais... Tu vois, si t'as besoin au cinéma, si tu vois ma palette de jeux, bah tu dis bon bah lui il peut peut-être faire le con ou le connard. Putain, je t'avais proposé un rôle récemment, je me souviens. Il était trop border. Il y avait trop de cul. Ouais. Et même mon équipe m'a dit Flo, tu mets trop de cul
dans tes vidéos, trop de vannes de cul. Et même moi, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de vannes de cul. Est-ce que c'est parce que moi-même, je baisse pas assez dans la vraie vie? Donc, tu vois, je mets tout sur le papier en mode, ah putain, qu'est-ce que j'aimerais lui faire ça, celle-là, putain, ouais, hein. Ou parce que c'est un sujet comique qui revient facilement. Tu vois, dans les comédies américaines, c'est souvent des trucs sur la séduction et tout. Et même ça, je me dis, quand j'ai regardé mes dernières vidéos, je me dis, putain, ça tourne toujours autour de la séduction, de l'ex, de machin. Donc, il y a pas mal de... Il y a pas mal de trash dans le sexuel, tu vois. Et moi, je t'ai dit, moi, je suis chaud. À partir du moment où il n'y a pas ça, il m'envoie le truc. Je lui ai dit, gros, oublie. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec la nudité aussi. Genre, si tu me dis, faut montrer ton cul et tout, c'est hors de question. Ah bon? Oui. Moi, c'est mes limites. T'as l'air d'avoir un beau petit cul. Toi, on l'a déjà vu. Toi, on l'a déjà vu plusieurs fois en vidéo. Beaucoup trop. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas. Mais après, chacun ses limites, tu vois. C'est vrai. Tu fais quand même sur scène des vannes un peu border aussi. Oui, mais sur scène. Mais déjà, c'est sur scène, et puis je vais jamais dans le trash. Tu vois, je vais jamais dire la chatte et tout. Tu vois, des trucs, c'est vraiment des trucs qui, ça m'intéresse pas. J'essaie d'avoir un langage tout public, et même si j'ai jamais dit la chatte dans mes vidéos aussi. Mais en gros, il y a des endroits où parfois ça équivaut à ça. C'est ça. Et moi, je trouve que garder un texte pour avoir quelque chose qui est tout public, c'est-à-dire qu'un enfant de 12 ans, il va venir, et si on en parle, il va pas comprendre parce que il y a des mots techniques, ou juste. Pour moi, il faut que le truc soit chaste. C'est un peu le truc pour que les publics... Pour moi, la mesure, c'est simple. Ouais. C'est que si je peux jouer devant un mariage musulman, mon texte, c'est bon. Parce que je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je dis ça. J'ai joué devant... c'était un mariage musulman, je me souviens. Et ils ont rigolé. Je me dis, là, ça veut dire que mes vannes sont pas trash. Ok. C'est un peu ma limite. Donc, elle est basse, tu vois, mais c'est une sorte de rigueur pour moi, pour m'éviter d'aller dans la facilité de dire... Et de terminer une blague sur beat, c'est tellement facile parfois. Tu vois, excellente. C'est le seul moment où on a rigolé, d'ailleurs. Hein, tu vois. Pour moi, c'est tellement facile de faire rire les gens avec beat. Je sais. Que j'essaie de me l'interdire. Ouais, t'as bien raison. Et c'est pour ça que je dis, mais moi, tu vois, je tourne un peu toujours autour du même sujet dans la comédie. Et je me suis dit, là, dans les thrillers, je ressens de nouveau des frissons dans l'écriture en me disant, waouh, mais qu'est-ce que ça pourrait donner à l'image, et je suis vraiment excité. Là, sans parler de cul, pour le coup. Je suis excité en parlant de... c'est des thrillers un peu science-fiction que j'ai écrits. Et... Tu me verrais dans un rôle sérieux de... Sérieux, je pense que tu pourrais le faire. Sérieux, mais tu vois, dans le sens un peu genre un thème, un cadre, sans faire de blagues. Soit dans un personnage de con, comme tu dis, ou soit, je sais pas, quelqu'un qui arrive quelque chose de grave, de sérieux. Mais ce serait pas un peu frustrant de voir un mec comme toi ou moi dans un truc sérieux, tu te dis, putain, pourquoi il est pas marrant? C'est frustrant pour les gens qui t'ont toujours fait marrer. Eh ben, ça peut ne pas être frustrant, c'est ce que je me dis, si en fait l'histoire t'es vraiment pris dedans. Ouais. Putain, moi j'écris des trucs énigmatiques avec la tension qui monte, des twists, et le but, surtout sur des courts-métrages YouTube qui vont durer que 15-20 minutes, tout le long, t'as envie de connaître la fin. Et ça, je l'ai écrit dans mon scénario en me disant qu'est-ce que je peux enlever, tout ce qui est inutile, et ça commence par ce qu'on appelle le hook de départ, c'est t'accroches le spectateur, et tout le long, t'as envie de savoir. Et je me suis dit, putain, en fait, ok, j'arrive à écrire des scénarios humoristiques, mais je crois que je suis pas mauvais pour écrire aussi des histoires où il y a pas de vanne dedans. Alors, j'ai mis des pointes d'humour un peu comme ferait Guy Ritchie ou Tarantino. Les personnages leur auraient offert une vie où ils vont se balancer des vannes entre eux, mais c'est pas du tout le sujet. Comme ça, ils ont une personnalité, une vraie, ils vont pas dire des trucs bateaux. Mais j'ai trop envie de voir ce que ça va donner à l'image. C'est quand tu tournes ça? Normalement, on attaque en avril. En février. J'allais dire en février. En avril, ça sera déjà passé quand la vidéo sort. Ouais. En fait, j'aurais déjà sorti mes 3 thrillers avant que le podcast sorte. Je serais devenu papa aussi. Écoute, donne-nous un rôle avec Ilias, on vient. Ok. Pour l'histoire, ce serait marrant. Pour ceux qui ont un clin d'œil à ceux qui ont écouté le podcast. Why not? Faudra voir. Ouais, j'en ai écrit 3 là. Enfin, j'en ai écrit 2. Et un que je suis en train de peaufiner. Ils vont pas être simples à tourner parce qu'il y a des lieux un peu science-fiction à trouver, voilà. Mais comme je dis, pour moi, c'est un nouveau challenge. 10 ans plus tard, j'ai l'impression de recommencer à zéro, tu vois. La même envie que quand j'ai sorti Raclette.
Tu te dis, c'est tellement tout nouveau pour moi. Tu sais, c'est qu'est-ce qui va se passer, comment les abonnés vont le prendre. Tu redeviens un petit peu rêveur, tu vois. Ah, on a trop envie de voir raclette, du coup. Ouais, du coup, ouais, voilà. Raclette, mais en Tu sais que thriller. des gens ressortent de temps en temps des vidéos, tu sais, ils te demandent pas, ils la publient eux-mêmes sur Instagram et tout, la vidéo là. Et j'ai vu des gens mais se faire violemment insulter à ma place du coup, parce que c'est pas moi qui l'ai posté. Parce que dedans, j'assomme une meuf avec un appareil à raclette. Ça, c'est sorti presque 10 ans plus tard et on dit mais comment un homme a le droit de frapper une femme juste parce qu'elle lui a dit non pour la bouffe? Ils prennent ça premier degré. À l'époque, tout le monde s'en battait les couilles en 2016. D'ailleurs, c'était même pas forcément ma meuf. J'ai tourné ça avec une nana, mais ça aurait pu... Je la ressortirais maintenant, peut-être que je me dirais, non, je vais mettre un pote, un homme. Tu sais, on s'adapte un peu. Hein. Et tu trouves que ça a changé, qu'on peut rire... Enfin, la fameuse question, on peut rire moins, parce que c'est tout de suite plus problématique. J'ai l'impression que dans les commentaires, les gens sont beaucoup plus trash qu'il y a 10 ans. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Ils se lâchent beaucoup plus facilement, je trouve. Surtout sur Facebook, par exemple, tu te fais insulter gratos et tout. Moi, j'avais pas trop ça il y a 10 ans. J'ai pas l'impression. Ouais, pareil. Ils se lâchent beaucoup plus facilement et donc, ils sont plus libres. Et il y a des trucs que tu sortais il y a 10 ans où il y avait pas vraiment de rebondissement. Tu sors ça maintenant, mais tu te fais insulter. Tu vois, je sais pas, une nana qui est pas très belle ou qui a pris trop de kilos. Putain, tu ouvres les commentaires, elle se fait attaquer sur des trucs comme ça. Et il y a des vrais débats dans les commentaires. J'ai pas l'impression que tu sortais ça il y a 10 ans. On allait tout de suite te dire, ouais, t'es une grosse vache, tu vois. Moi, je suis choqué. Hein. Je vais quand même à chaque fois dans les commentaires. Je me marre beaucoup plus souvent dans les commentaires, mais je like pas de commentaires. Je suis en mode, toi, t'es fort, mais je like pas. Tu trouves pas, du coup, que toi, en tant que créateur, quand t'écris des trucs, tu te dis, là, je vais pas là parce que je vais avoir des problèmes? Ça, je me le pose dès l'écriture. Non, c'est vrai. Ouais. Je me le pose. Et des fois, je me dis, je trouve ça abusé. Si je me dis des gens peuvent se sentir visés et peuvent mal le prendre, je le fais pas. C'est plus ça. Je veux bien faire rire des gens, mais je veux pas faire gratuitement du mal à d'autres. Mais comment tu fixes la limite? Tu te dis peut-être ça va les heurter, donc je le fais pas? Ou tu te dis c'est à l'instinct. Ok. Tu vois, moi, mon instinct, ça va te dire non, c'est pas une vanne de cul trop abusée. Franjo va me dire, mais jamais de la vie, je jouerai là-dedans. Tu vois, c'est à l'instinct, quoi. Donc ton instinct n'est pas forcément bon. Mais tu sais que moi, j'ai été choqué parce qu'il y a quelques années, je me souviens, je me fais arrêter dans la rue par un enfant de 10 ans. Moi, c'est pas du tout ma cible à la base, les gamins. Je fais des vannes border, même mes toutes premières. Papa, c'est quoi le 69? Je lui montre un film de cul. Tu vois, c'est une vanne qui est orientée vers les parents. Et t'es tout de suite dans la chasteté, tout de suite. Voilà. Je vous montre un film de cul, tout ça. Donc un bon film de boule, quoi. Et du coup, je me fais arrêter dans la rue par cet enfant de 10 ans. Ouais, un enfant de 10 ans avec ses parents qui me disent on sait pas qui vous êtes, mais vous avez une fan, je peux prendre un selfie et tout. Je lui dis t'as regardé toutes mes vidéos? Toutes, plusieurs fois. Vous faites quoi? Elle vous dira une fois que je serai 100 mètres plus loin, parce que je savais pas que moi je visais aussi des jeunes. Voilà, et déjà là tu te dis bon, je vais peut-être éviter des vannes trop border. Même là, c'est-à-dire que j'ai quand même à chaque fois que j'ai créé une vanne, l'impact. Je pensais pas qu'on pouvait à 10 ans aller vraiment sur YouTube gratos, enfin gratos, c'est pas le truc, mais sans que tes parents regardent vraiment ce que tu es en train de faire. Donc là, je me dis, on va peut-être éviter. Moi, il y a eu une prise de conscience là-dessus, quand les gens commencent à te reconnaître, en fait. Que les gens commencent à dire, je prends une photo avec toi, quand les gens viennent, pour moi, me voir sur scène et tout, j'ai eu une prise de conscience tout est pas concret. Et quand tu vois les gens en vrai qui se déplacent, ou les gens qui viennent te voir et tout, tu te dis, putain, en fait, ça fonctionne, quoi. Les gens te voient vraiment. Tu réalises pas l'impact au moment où t'écris, que ça va être vu par autant de gens, t'as tendance à minimiser. En fait, c'est toi et toi-même. Après, tu le mets, il y a tellement d'étapes en plus avant que les gens le voient. Tu le mets sur Internet, ça buzz ou pas. Et en fait, tu te rends compte que t'as un véritable impact
énorme, mais tu t'en rends tellement pas compte au début, c'est hallucinant, quoi. Ouais, c'est qu'un nombre de vues. Donc en fait, un nombre de vues, c'est un peu inconcret, quoi. Tu veux rien faire de ça. Ouais, Impossible de s'en rendre compte. Ouais. 100 vues, par exemple, c'est rien. Tu peux dire, c'est un flop. Mais 100 personnes qui viennent te voir dans la rue, tu vas te dire, mais c'est énorme, c'est quoi tous ces gens? Ouais, de ouf. Et c'est pour ça que je trouve que tu as une sacrée paire de couilles quand même de monter sur scène. Et tous les artistes qui montent sur scène d'ailleurs, parce que moi j'ai testé en 2017-2018. Au tout début, voilà, je commençais mes vidéos. Je me dis, la suite logique, c'est de monter sur scène. J'ai testé. Alors je m'entraînais tout seul dans mon salon. Tu sais, avant de. Ouais, voilà, tu t'entraînes tout seul dans ton salon. Je me filmais pour voir si c'était trop lent, trop dynamique, si on comprenait bien. Je l'envoyais à des potes. Et après, une fois que j'arrive sur scène, putain, le track de folie. C'est normal. Ah ouais, surtout quand t'as pas l'habitude de le faire. La première scène, c'est terrible. Moi, la veille, j'ai mal dormi et j'avais une boule au ventre toute la journée avant de monter sur scène. Moi, j'allais dire, je me disais non, j'ai essayé de m'auto-persuader. Non, ça va le faire. Ça va le faire, t'es pas mauvais devant la caméra. Et donc là, ça va être à peu près le même système. Ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir. Aucun rapport. Déjà, t'arrives sur scène, ça, je le savais pas. Tu vois pas le public parce que t'as les lumières dans la gueule. Tu vas faire une vanne. C'est presque mieux. C'est peut-être mieux, ouais. T'as l'impression d'être un peu tout seul. T'as l'impression d'être totalement tout seul si personne rigole. Là, par contre, t'entends les petits. Et tu trouves que la transition, enfin la différence vidéo, etc., scène, tu trouves qu'il y a... C'est deux métiers différents. Deux mondes différents. Et en fait, quand je montais sur scène, je prenais pas de plaisir. Il y avait le track avant. Pendant, j'avais l'impression de réciter mon texte parce que de toute façon, j'en ai pas fait longtemps, donc je me suis pas amélioré. Et quand je sortais, j'étais soulagé et je me disais, j'ai pas envie de remonter sur scène parce que j'ai pas kiffé ce moment. On sentait, je pense, la gêne que j'avais sur scène. Tu sais, t'as la jambe qui tremble, tu bafouilles. Et moi, je me souviens à chaque fois que je vais voir des mecs qui montent sur scène, qui débutent, si ils ont l'air gênés, moi, je suis gêné avec eux, en fait. Ouais. Tu sais, je revis un peu ça. Il te regarde, il sourit, mais c'est un faux sourire, tu sais, qui tremble et tout. Putain, j'ai tellement pas envie d'être en face de lui. J'ai envie que ça se termine vite. Ouais. Et moi, c'est ce que je retiens de tout ça, en me disant, j'aurais peut-être dû insister, parce que ça se fait pas du jour au lendemain de construire une carrière de one man et tout. C'est des années. Hein. Toi, t'as dû mettre des années pour écrire ton one man, j'imagine. Moi, tu vois, mon activité en ligne, il y a pas mal de choses. Dis-toi que c'est 10 à 20% de... 10% de mon énergie que je mets sur scène. C'est dire le travail que c'est d'être efficace sur scène, de pas être mauvais, quoi. Ouais. C'est considérable, on se rend pas compte, mais moi j'ai mis, toi tu me suis depuis le début, j'ai mis 7-8 ans à avoir une heure qui tient la route, quoi. Ouais. C'est tellement exigeant, c'est à la virgule. Le bon mot. La bonne intonation. Exactement. Ouais. Quand est-ce que la fin doit arriver, le silence, combien de temps il dure, et en plus ton public ne réagit jamais de la même manière. Bien sûr. Tu t'adaptes. L'attitude, le regard, parfois genre là j'ai capté à Lyon, justement Elias était là en tant que directeur photographique. Ah oui. Et merci encore d'ailleurs. Et j'ai encore genre 2 jours avant, je dis à Elias, je me réécoutais en me dire, tu vois, là il faut que j'ai une seconde de pause en plus et la vanne marche mieux. C'est hallucinant en fait le détail qu'il y a dans le stand-up et la scène versus quand on oppose ça avec les vidéos sur internet. Moi j'ai jamais ressenti le moindre trac devant une caméra parce que tu peux te rater. C'est filmé et puis tu peux la recommencer autant de fois que tu veux. Exactement. Jamais eu de trac. Alors que monter sur scène, c'est tellement... Le seul truc où je me disais, waouh, qu'est-ce que ça vaut tout l'or du monde de monter sur scène, c'est les applaudissements. Ah oui. Et ça, tu le vis jamais en mettant une vidéo en ligne. Il y a des commentaires, c'est très touchant, mais t'entends pas réellement la voix de la personne qui te le dit. Mais alors, un applaudissement, c'est tous les likes du monde. Je préférais avoir 10 applaudissements que 10 000 likes, tu vois. Ça, c'est clair. Mais je me sentais pas capable de faire ça, trop stressé. En plus, étant épileptique, je me suis dit, moi, je vais être du genre à faire une épilepsie sur tous les 3 spectacles, tu vois, sur scène. Les gens ils vont dire, putain, qu'est-ce qu'il fait? C'est trop marrant. Et ça va, mais elle est drôle, mais elle dure 12 minutes quand même. Mais j'ai pas osé et voilà. Mais tu fais des diffusions de vidéos dans des cinémas parfois? Je l'ai fait une seule fois. J'ai fait une avant-première, c'était pour la vidéo Je déteste mon boss. Je m'étais dit, alors c'était une salle de 80 personnes,
Ça s'est rempli beaucoup plus vite que ce que je pensais parce que j'avais dit, bon, je vais peut-être déjà inviter les gens qui ont participé à ce court-métrage, des amis à eux, s'ils veulent venir avec leur famille et tout, et je vais inviter des abonnés. Et en fait, on m'a dit, on n'a plus de place pour les abonnés, on est déjà complet avec tous ceux qui ont joué dedans, les figurants, on avait fait venir vraiment plein de monde, tous les figurants qui tournaient et tout, et je me suis dit, ah ok. Trop marrant. La prochaine fois, il faudrait peut-être que je fasse l'avant-première qu'avec des abonnés pour aller rencontrer. Ou une salle plus grande. Ou une salle plus grande, ouais. Je sais pas comment c'est à Nancy, si t'arrives à avoir des accès pour des salles plus sympas. Jamais trop tenté. Mais je pense que ce serait vraiment une bonne idée. C'est juste que je suis du genre à publier ma vidéo, à terminer la dernière version de ma vidéo le jour où elle sort. C'est-à-dire que je vais toujours trouver des petits détails à modifier, des tout petits détails, en me disant, ouais, non, mais en fait, le son, je réécoute 15 fois. Il était mieux plus haut. Non, il est mieux plus bas. Oh, la musique là, j'ai un doute. Je l'enlève, je la remets. Et je finis toujours le jour J où je dois la mettre en ligne. Ce qui est terrible, ça, c'est ce que ça ouvre vraiment beaucoup de... Enfin, ça donne lieu à des problèmes parfois d'export, des trucs. Ah ouais. Tu mets en ligne, tu dis, putain, mais en fait, c'est pas étalonné là. Allez, retire. Ça m'est déjà arrivé, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Donc, moi, j'ai arrêté ça. Ma vidéo maintenant, elle est prête une semaine avant, sauf l'actu évidemment. Ouais. Et elle est genre programmée. Je la regarde sur YouTube. Je dis c'est bon, tout le monde va la voir comme ça, parce que sinon c'est trop de stress, trop de merde quoi. Le montage c'est un peu stressant, c'est vrai. C'est un peu. Ouais, c'est un peu stressant. Pourquoi c'est stressant le montage ? Tu te dis, moi j'ai peur, tu sais, de faire un mauvais choix de musique ou pas la bonne, de pas avoir choisi le meilleur plan ou de la mettre en ligne alors que j'ai pas vu qu'il manquait un plan, un truc comme ça. Je la regarde 3 fois. Tu sais, vraiment, en me disant, alors quand elle dure 33 minutes, tu te tapes déjà 1h30 à 33 minutes, je pourrais pas. Voilà, et je me dis, elle peut être vue, tu vois, comme on voit là, j'ai des vidéos qui ont explosé, c'était pendant le Covid. 6 ans plus tard, les gens continuent à la regarder. Moi, je me dis surtout ça dans ma tête. Si là, tu sors de la merde, on va t'en parler encore dans 6 ans, tu vois. Donc, je veux que ce soit parfait et comme ça, je tourne la page sur un nouveau projet. Et nous, on avait fait les clients relous au supermarché. Ouais. Putain, c'était il y a 9 ans. On se connaît ça. Je crois que c'est la première fois que je venais vraiment... C'est la première fois qu'on se voyait. Ouais. Et les gens la regardent encore. Ça fait encore des vues. Bah oui. Quand tu fais des trucs intemporels, pareil, je t'en parlais tout à l'heure, quand tu écris ça, tu te dis jamais dans 8 ans, les gens vont regarder. Non. Ce qu'on fait là, dans 10 ans, les gens vont l'écouter. C'est un truc de ouf, quand on réalise pas qu'on marque un truc. Bah non. Non. T'es à l'aise avec ça, dans 10 ans? Franchement, pas du tout. Oubliez-moi, s'il vous plaît. Ça, tu regarderas ça plus tard. Dans 10 ans, quand on aura des enfants, on se dira, regarde, t'as vu quoi regarder, à quoi ressembler dans 10 ans. Tu veux faire des gosses? Ouais, je pense, ouais. Ouais? Pas toi? Je sais pas. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Faudrait déjà que je trouve une femme avec qui faire des gamins, premièrement. Exactement. Parce que je vais pas m'en faire tout seul dans mon coin. D'ailleurs, très marrant, je me suis fait cryogéniser mon sperme. Ah, c'est possible dans ce sens-là? C'est pas vrai. Je savais pour les femmes, mais je savais pas pour les hommes. Tu t'es branlé dans le frigo, salaud. C'était hyper gênant. C'était marrant. Hein. C'était, je crois. C'était toi dans la cuisine tout à l'heure. Je le fais régulièrement maintenant que j'ai pris le truc. Non, mais en fait, ça, c'est un truc que j'ai absolument pas dit à mes abonnés. J'en ai absolument parlé à personne. En 2025, j'ai fait une chimiothérapie. Voilà. Ça, je l'avais pas dit, je l'avais pas annoncé, et parce que ma tumeur, on m'a opéré il y a 10 ans, et elle a continué à revenir, elle grossit, tu vois, on sait pas l'enlever définitivement. Et donc, ils m'ont annoncé fin 2024, on va faire ce coup-ci une chimio et pas une opération. Donc moi, j'imaginais toujours le pire des scénars. Chimio, tu perds tes cheveux, tu ressembles à rien, tu perds 20 kilos. C'est pas ce qui s'est passé. Alors, ça n'a pas été facile tous les jours. J'avais des journées où je restais un peu cloué au lit à vomir, tout ce bordel. Mais je m'attendais quand même à pire. Parce que j'ai pu quand même faire mes tournages, un peu ralentir quand même. Je pouvais pas faire des tournages tous les jours, mais il y a eu des tournages, je prenais quand même mes médicaments, j'allais vomir entre 2 scènes et je revenais action. C'était plus les gens en face de moi qui devaient se dire, putain, il aurait pu se brosser les dents. mais j'ai fait... chimio et en même temps tournage. Ouais, chimio pendant 1 an. Enfin, pendant 11 mois, pour être plus précis, c'était 12 cures de 4 semaines. Et en fait, avant de faire cette chimio, on m'avait dit, si un jour vous voulez devenir papa, cette chimiothérapie a des risques de vous rendre stérile.
Il m'avait dit, vous voulez qu'on vous cryogénise du sperme? Je me suis dit, c'est une vraie question. Ouais. Bah, allez, let's go. Hein. Donc, je suis allé à la maternité et j'étais tout seul dans la salle d'attente. Il n'y a que des petits couples, tu sais, qui sont là, genre, oh là là, on va devenir papa, maman. Bah, moi, je sais pas en quel chat ça va terminer, mais bon. Voilà, la chasteté. Et là, il a dit chat. Et en fait, je me dis, imagine, c'est une nana qui arrive et qui va t'expliquer comment te branler et remplir le tube. Et je me dis, je veux que ce soit un mec. Je veux que ce soit un mec, une discussion de bonhomme. Le mec arrive, c'est un mec. Il commence à me parler. Alors, bonjour, je vais vous expliquer comment utiliser votre gland pour... Je me dis, putain, mais j'aurais préféré une meuf, finalement, voilà. Et en fait, il t'amène dans une petite pièce, dans une clinique. Et donc, tu rentres dans la pièce. Moi, j'imaginais, tu sais, c'est le cliché, il va y avoir des magazines de cul, t'auras tout pour te mettre dans une bonne ambiance. Il arrive et il fait « Ah bah Gisèle, j'arrive trop tôt, t'as pas eu le temps de nettoyer la pièce ?» Je fais « Waouh, déjà, ok, on arrive trop tôt. Je mets un petit coup, c'est bon. » Il nettoie un truc, je fais « Ok. » Donc là, il m'explique comment me palucher. Je dis « Je sais, je l'ai déjà fait plein de fois, j'ai de l'expérience dans le domaine. » Et il n'y a pas de magazine, il n'y a rien. Et tu te dis, bon, bah maintenant, on a Internet, en fait. On a un téléphone, tout ça. Et je me suis dit, imagine, il vient toquer alors que ça a été ma branlette la plus rapide de l'histoire. Et je ne savais même pas que c'était possible de ne pas totalement bander et quand même éjaculer. Tellement j'étais stressé. Je t'ai rempli le truc, mais j'étais stressé au plus haut point. Voilà, j'ai envoyé une photo à mes parents. C'est rempli, voilà. T'as envoyé à tes parents? Oui, enfin, j'ai remis le pantalon. Oui, mais voilà. Quoi, c'était... C'est, voilà, peut-être... tes futurs vous allez peut-être petits-enfants. être... Voilà, exactement. Et donc, je me souviens, par contre, la nana qui est venue récupérer ce petit tube était un canon. Et je me suis dit, ils auraient dû intervertir parce que ça m'aurait plus mis dans le... Voilà, je suis sorti de là, je me sentais, tellement sur une autre planète en me disant ce que tu viens de faire, c'est une bonne anecdote, quoi. T'as dit te masturber dans un tube pour cryogéniser ça. Et comment ça se passe après? Tu récupères si tu veux être papa? Il te le garde. Il te le garde. Et je le savais pas, mais tu peux le garder jusqu'à tes 60 ans. Après, ils estiment qu'au-delà, c'est plus un âge pour devenir papa. Mais ils en font quoi? Ils le jettent? Genre vraiment, ils le détruisent? Ouais, ils l'offrent à quelqu'un, je pense. Je sais pas. Non, ils le détruisent, je pense. Et tu dois régulièrement dire oui, je veux que vous le gardiez. Tu dois payer des frais, j'imagine. Mais voilà. Okay. Mais c'est pas sûr qu'avec la chimio, tu deviennes... c'était plus ça. C'est pour ça que je l'ai fait en avance. Ouais. Et la chimio peut te rendre stérile, même si c'est un pourcentage faible, mais au moins, t'as le choix, quoi. Au moins, t'as le choix. Voilà. Ouais. C'est ouf que t'aies repris la chimio et que t'arrives quand même, malgré la chimio, à continuer à faire tout ce que tu fais, quoi. Ouais, je pense que, en fait, vu que je m'ennuyais jamais, tu sais, j'ai mes tournages, j'écris, je monte, je prends rarement, tu sais, je me dis rarement, je fais rien. J'y arrive pas. Parce que j'ai l'impression d'être toujours à la bourre sur mes projets et tout. Vu que t'as l'esprit qui est tout le temps occupé, je pensais pas à la chimio. Des fois, je vomissais, je me disais, ah oui, merde, c'est vrai, je fais une chimio, putain, ouais. J'avais oublié ça, désolé madame. Hein, tu sais, dans le bus, le mec qui vomit sur l'épaule. Mais non, j'y pensais pas plus que ça. Et c'est passé à une vitesse de folie. Je me suis dit, putain, l'année est déjà terminée. Je me suis filmé en train de prendre mon premier médicament en me disant, qu'est-ce qui m'attend là? Est-ce que ça va me détruire totalement ou pas? Et je me suis filmé en train de prendre le dernier en me disant, j'ai géré quand même, les gars. Donc, j'ai pris le dernier et voilà, c'est le genre d'expérience qui te rend un peu indestructible. Ouais. Voilà. On espère que ça fonctionne, en tout cas. Ce truc-là, que ça va aller vers le mieux. Exactement, j'espère aussi. Ouais, que tu tiennes le plus longtemps possible, j'ai envie de te dire. Ouais. Ça, c'est le... De toute façon, la science, la médecine fait des progrès constamment. Oui. Les opérations éveillées, par exemple... 20 ans avant en 2016, 20 ans avant, c'était inimaginable d'opérer les gens de manière réveillée. Ouais. On aurait pris ceux qui voulaient faire ça pour des fous. Pourquoi? Le mec est réveillé, tu veux l'opérer, et pourtant, c'est devenu maintenant la norme. Il y a beaucoup moins de risques de t'enlever des parties du cerveau que tu utilises encore. Et la médecine, même mon neurologue que je vois régulièrement me dit... même moi, ça me dépasse en fait, la vitesse à laquelle tout évolue. Donc, il y a 30 ans, on m'aurait peut-être dit vous allez avoir une espérance de vie assez faible, mais
elle évolue. D'ailleurs, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire quand on t'annonce une maladie, et ça, c'est ce que j'ai fait en 2016. J'ai tapé tumeur cérébrale sur Google. J'ai dit à l'époque, et mon père a regardé aussi en même temps que moi, je lui ai dit, il me reste que 3-4 ans à vivre. Il m'a fait, j'ai regardé, j'ai vu les mêmes stats, ouais. Et tu vois, 10 ans plus tard, je suis toujours là, en fait. Ah ouais. Faut jamais aller regarder sur Google. Jamais croire Internet. Maintenant, on peut poser la question à ChatGPT, et lui, il est plus malin, il va pas essayer de te démoraliser, tu vois. Il va te dire, mais t'es sûr que tu veux le faire? Mais moi, c'est mon journal intime, ChatGPT. Je raconte les pires dingueries. Un jour, quelqu'un voit ce que j'écris là-dessus, mon Dieu. Ah ouais, tu vas en prison. Mais tu sais qu'ils ont des infos. Il y en a qui se demandaient. Il y a un mec qui faisait des tests. Il dit comment préparer un attentat et tout. Et les flics sont venus chez lui. Donc en fait, ChatGPT, il envoie quand même des infos. Voilà. Alors moi, ça va parce que des fois, je lui pose des questions. Il va me dire, j'ai pas le droit de te répondre. Et à chaque fois, je lui dis, non, mais c'est pour un de mes scénarios. Ah ok. Il m'écrit 3 pages. Tu sais. Alors, ça dit quoi T'as raison, c'est vachement. Alors, varie considérablement selon le type, le grade de la tumeur, l'âge du patient et sa localisation. Donc, localisation, je crois, Nancy, c'est chaud, ouais, tu tiens pas longtemps. Non, les tumeurs malignes, ça va. Il y en a qui disent jusqu'à 15 ans, oligodendrogliome, et encore, tu vois, 60% de chance, survie à 5 ans. Par contre, il y en a vraiment plus compliqué, le gliome du tronc cérébral, en haut, 6 à 12 mois. Et encore, ouais, tu vois, c'est. Ouais. Et encore, ça se trouve, il y a des mecs ou des gens qui ont fait 50 ans et sont morts à 80 et quelques. Exactement. En fait, au final, ce que ça répond, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Ouais. Ça dépend énormément, quoi. Et je pense qu'il mieux vaut pas regarder ça. En fait. Il vaut mieux pas regarder, en fait. Il faut poser la question au neurologue. Il répond très bien à tes questions. Ouais. Voilà. Alors, parce que moi, j'en ai plein qui m'ont posé des questions. Parce que ça, tu peux voir sur Internet que j'ai une tumeur. Et ils me posent des questions à moi. Mais moi, je suis pas médecin et je suis pas psy. Et quand on va me donner des informations sur, moi, elle est située dans telle partie de mon cerveau et tout, je sais pas quoi lui répondre, en fait. Je sais déjà pas ce que moi il m'attend, donc ce qui m'attend moi, donc en fait j'ose pas moi lui dire t'inquiète, toi il te reste 25 ans à vivre, je pense, facile. Calme. Je sais pas. Donc je m'improvise pas ni psy ni neurologue. Ce qui est sûr, c'est que ton cas c'est un cas d'espoir. Quoi qu'il arrive, t'as eu une déforme assez grave, ça s'est bien passé jusqu'ici. Exactement. T'as réussi à faire un truc très brillant dans YouTube et tout. Très brillant. Exagère pas. Beaucoup de cul. Ouais, beaucoup trop de cul. Je parlais de ça. Non, mais en vrai, c'est un super témoignage, en fait. C'est genre... Moi, j'avais peur quand j'en parle, surtout au tout début. Je le disais ouvertement aux gens, je m'en battais les couilles. C'était pour moi naturel. C'est la vie, elle suit son cours. J'annonçais ça comme si je te disais j'ai croisé mon cousin dans la rue, je me suis mangé un KFC et j'ai une tumeur cérébrale. Et toi, ça va? Et je choquais des gens des fois. Ah, le KFC, ça me choque, ouais. Ouais, ça choque. Ça choque de fou. Et je voyais dans le regard des gens que parfois ils étaient très mal à l'aise parce que je le disais comme si c'était totalement banal. Il y en a qui ne devaient même pas te croire. Ouais, il y en a qui peuvent ne pas. Genre, c'est un humoriste. Non, c'est vrai. Et j'en parlais avec beaucoup trop de légèreté. Donc, avec le temps, je me suis dit, t'es pas obligé de tout leur dire. Ouais. Et il y a aussi des gens qui sont très gênés à l'idée de me poser des questions sur le sujet. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis dit, j'écris un livre. Putain, j'ai survécu. S'il y a des questions que les gens n'osent pas me poser, j'ai tout raconté en détail du début à la fin dans ce bouquin. Putain, j'ai survécu. Et d'ailleurs, ça me faisait bizarre de me dire je vais écrire une autobiographie à 35 ans. Ça va le boulard, frère. 35 ans, t'écris déjà une autobiographie. Je pense pas que les gens se disent ça, quoi. Après, avec un témoignage comme ça, tu peux pas. Ouais. Puis c'est sur vraiment ce sujet-là et comment je me suis lancé dans les vidéos. Je raconte pas trop ce qui s'est passé avant, voilà. Donc, et j'ai tout mis dans ce livre et je me suis dit, je m'attendais pas à ce que ce soit autant compliqué d'écrire un livre. Je suis pas écrivain, normal, mais je prenais vraiment mon temps pour choisir les bonnes phrases, les bons mots, celles qui allaient un peu, moi-même être les plus précises et me toucher aussi, comme je revivais en fait chaque scène. Pour la première fois de ma vie, je me remettais dans comment on me l'a annoncé, comment j'ai dû l'annoncer moi à mes parents. Tu vois, ce genre de situation où tu te dis, bon, tu peux l'écrire hyper vite. Mais moi, je cherchais vraiment la bonne formulation.
avec des petites musiques du style et tout. Putain, je chialais tous les jours en écrivant ce bouquin. Ouais, c'est Et à horrible. chaque fois que je chialais, je me disais, c'est bon, j'ai trouvé la bonne phrase, c'est ça. Et donc, ouais, j'ai écrit ça assez rapidement quand même. J'ai écrit en 2 mois. Et voilà. Et je me suis dit, je me suis complètement libéré en écrivant ce livre. Et s'il y a des questions... Va lire le Mais, livre. voilà. Tu me l'as pas dit une seule fois, genre. Ne me cassez pas les couilles à lire mon livre. Ouais. Bah, en fait, moi, je sais même pas mettre. Je sais déjà pas me vendre pour les vidéos, donc j'arrivais pas à me vendre aussi pour faire le la livre. promo du bouquin. Autant mais... que tu gagnes très très peu d'argent sur ce livre. Ah ouais, ce que tu m'as dit. Ah ouais, bien Donc sûr. c'est juste vraiment à titre informatif. Ouais, ouais. Le mieux c'est d'aller regarder ce que tu fais et de se Ouais. dire le mec est solide parce que malgré sa tumeur quand même et tout ce qu'il a vécu, t'as pas lâché, tu crées Non. encore énormément. C'est même pas que j'ai pas lâché, c'est que c'est là que j'ai décidé de me Ouais. créer en fait. Oui, c'est ouf. Et c'est même l'inverse. C'est un super témoignage, tu vois, parce que Ouais. malgré tout c'est rare, mais t'es pas un cas isolé. Un cas isolé. Isolé, c'est pas mal aussi. Isolé. Et c'est un beau témoignage pour ceux qui Ouais. peuvent traverser une telle épreuve, de se dire, ok, ma vie n'est pas finie, voire elle commence. C'est quand même Ouais. marrant Ouais, de c'est dire ça. ça. C'est ça. Et, C'est vraiment ce que je dis à la fin du livre, le mec qui spoil même son livre. J'ai dit, si j'avais le choix, comme je vous ai dit tout à l'heure, de retourner en arrière et de pouvoir, tu sais, comme la pilule bleue, la pilule Ouais. rouge, là, dans Matrix. Ah, je prendrais toujours la pilule où je découvre que j'ai une tumeur et que je deviens un humoriste. c'est ouf. Et C'est un faiseur de thriller maintenant. Mais Ouais. Je on verra tease. pour la suite. Allez regarder. On arrive à la fin de cet épisode qui est passé Ouais. beaucoup plus vite que ce que je croyais. Ouais. Parce que quand je t'ai vu arriver, je dis putain, on va quand même se faire chier. Ouais, moi aussi, je me suis dit ça. Putain, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? Il va falloir que je me invente des histoires de cryogénisation de sperme. Non, mais c'était hyper intéressant, en tout cas, tout ce que tu nous as dit. Je suis une vraie pipelette. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'était super intéressant. T'en parles pas non plus souvent. Nous, on en parlait parce que on se connaît Ouais. de l'extérieur des vidéos, donc c'est vrai qu'on en a parlé souvent, mais c'était intéressant que tu témoignes devant des caméras, donc merci de le faire ici. Je sais pas, Ilias, t'as peut-être une dernière question, un truc, une conclusion. Non, ouais, juste merci beaucoup. En vrai, c'était vraiment cool. Nous, on aime bien justement traiter des sujets comme ça aussi, surtout avec humour. Bravo, Ouais. gros respect. Je pense que t'as inspiré beaucoup de monde ici qui nous écoute et nous aussi. Ouais. Donc Et merci. bah, de rien. Continue, nous on reste branchés bien sûr. Quel plaisir de se faire accueillir dans un appart de riche, là. Tranquille. Je peux dormir ici ou pas? Tu y a vas moyen partir dans 15 minutes, mec. Airbnb À s'arrête. 15 minutes. Bon, allez, je vais me mettre sur le canapé. J'en profite d'ailleurs pour remercier les restaurants La Brigade, ceux qui nous accueillent, qui font d'excellentes tranches de viande avec des frites maison qui sont. Ah, c'est le truc dégueu qu'on a bouffé à midi. Exactement, ah, le truc qui t'a putain, fait vomir. d'accord, ok. Oh, non, c'était bon. C'était waouh, la brigade. Non, allez-y, La Brigade, ils ouvrent un peu partout, c'est excellent. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai mangé un restaurant de viande qui se prétend un restaurant de viande en me disant, moi, j'arrête de manger La Brigade parce que j'aime bien, c'est mes potes. J'étais hyper déçu. Vraiment, La Brigade, pour 15 balles, t'as un truc qui est excellent Ok. et qui se prétend pas à être un truc gastronomique, mais c'est vraiment, vraiment excellent. Donc, je ferais pas ce partenariat si, c'est pas vraiment un partenariat, si c'était pas excellent. Allez-y. Ouais. J'avais juste un truc à dire. Dis-moi. On me pose souvent. Devinez, c'est quoi la question qu'on me pose le plus souvent, moi? Est-ce que t'es parfait ou inconnu? Pas du tout ça. Ça c'est les beaufs qui me posent cette question. La question qu'on te pose le plus souvent, Ouais. pas beauf. Ouais. Combien de centimètres? Non, je peux la pardon, c'était pour la balle. La question qu'on te pose le plus souvent, Eh ben, c'était combien? Non, je regarde. Non, c'est est-ce que ce sont tes vrais enfants? Parce que moi, j'avais créé un personnage, en fait, qui est père de famille, qui a 2 gamins, ça m'inspirait énormément. Les vannes avec les enfants et les vannes avec les vieux m'inspiraient énormément. Et moi, dans les commentaires, j'ai jamais répondu à cette question. Tu sais, je lisais mes commentaires, mais je répondais pas. Et les gens ont l'impression que mes enfants sont morts, tu sais. On les voit plus à l'écran. Et bah, j'y réponds. Du coup, est-ce que ce sont mes vrais enfants? Est-ce que c'est tes vrais enfants? Parce que t'as beaucoup tourné avec eux et là maintenant ils tournent plus. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah, je me suis senti moins inspiré et j'avais envie de faire d'autres trucs, d'aller sur d'autres sujets. Donc, non, j'ai pas d'enfant dans la vraie vie. Oh. C'est annoncé pour la première fois. Voilà. C'est la première fois Voilà. que tu dis que tu n'as pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Enfin, tes Ou enfants, alors, je suis pour pas au l'instant- courant parce qu'il y a 2-3 capotes qui ont pu péter dans ma vie Exactement. avec mon body count de 3000. Pour l'instant, tes enfants sont encore dans le frigo. Exactement. Et donc, peut-être plus tard, tu feras des vidéos avec tes vrais enfants. Ouais, On n'en sait peut-être. rien. Bah, il y en a un des deux, le plus grand, qui dans mes vidéos s'appelle Arthur et est devenu gendarme en attendant. Donc, Tu peux plus tourner. il arrêtait des gens à la rue et il demande des papiers. Puis le mec en face, il fait: Ah, je t'ai déjà vu, toi. Non, monsieur.
Alors, dans les vidéos du parfait inconnu, ça y est, je l'ai. Ah, il est drôle, lui, il est drôle. Donc, en fait, il me dit, j'arrête. Moi, j'arrête de jouer, je peux plus. On me reconnaît dans des situations où j'ai pas envie qu'on me reconnaisse, donc j'arrête. C'est normal. C'est très compréhensible, c'est vrai. C'est tout. Voilà, une petite conclusion de fin. C'est une belle conclusion. Merci. Allez voir, du coup, les vidéos du Parfait Inconnu. Vous tapez le Parfait Inconnu et vous voyez les vidéos. Continuez à écouter le podcast. Le podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, continuez, s'il vous plaît, likez, mettez des commentaires, dites-nous si vous avez aimé, dites-nous quel invité vous aimeriez avoir encore. Ouais, c'est vrai. Nous, c'est toujours un plaisir. En tout Dieu donné, moi j'aimerais bien. On l'a eu. T'es con quoi, on venait de te dire, il a bu dans le même verre que toi. On a eu Dieu donné, et là, à l'heure où on parle, on ne sait pas quelles seront les répercussions. Ouais. Ça se trouve, la chaîne est fermée, on pourra pas. C'est pas grave. C'est possible, ouais. Non, je pense pas, parce que ça a été très correct. Donc tout va bien. Donc continuez à nous écouter sur le podcast de Franjo, et puis portez-vous bien. À bientôt. Je vous embrasse. Salut tout le monde.